Bonsoir tout le monde. On est encore là au tout début des recherches pour essayer de comprendre la paternité. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est vous présenter une espèce de modèle théorique, puis aussi des données, des résultats, qui nous envoient sur une nouvelle piste pour comprendre la paternité. OK? Pour ça, je vais être obligé de revenir un peu avec la théorie de l'attachement. Ça, c'en est un exemple de la théorie de l'attachement qui a été développée dans la relation mère-enfant. Puis tout à l'heure, vous allez voir que je vais ramener ça à la relation père-enfant. La théorie de l'attachement, c'est le lien affectif que l'enfant développe avec l'adulte qui s'occupe de lui. OK? C'est pas... Souvent, on parle d'attachement, on pense que c'est ce que le... C'est sûr que ça existe aussi que le parent développe un attachement pour l'enfant. Mais dans la théorie de l'attachement, c'est ce que l'enfant développe comme lien avec le parent. Et ça, c'était une théorie biologique. Chez tous les mammifères, il y a ce mécanisme-là. Ce mécanisme-là est pourquoi exactement? C'est que, dans le fond, l'enfant a des prédispositions qui vont... Comment je peux dire? Vous vous souvenez d'un enfant à peu près de 12 mois, qu'est-ce qui arrive? Hein? Puis même dans 9-12 mois. Si il va avoir maintenant, il va crier, le parent va s'approcher, s'occuper de lui. Si le parent s'éloigne, l'enfant le suit. Okay? L'attachement, c'est pour maintenir la proximité entre la mère et l'enfant, entre le donneur de soins et l'enfant. C'est pour assurer des soins aux jeunes. Donc, on observe ça chez tous les mammifères. Okay? Dans une période de temps, il faut toujours que le petit soit proche de sa mère pour que quand il a faim, qu'il puisse avoir de la nourriture rapidement. Puis aussi pour le protéger, parce que s'il est trop distant, bien, il y a un prédateur qui pourrait partir avec le petit. Imaginez des singes ou des jeunes lions, c'est la même affaire. OK? Donc, c'est tous les mammifères. C'est un mécanisme de survie chez tous les mammifères. Ça existe chez les oiseaux aussi, ce mécanisme-là, mais ça porte un autre nom, c'est l'empreinte. OK? Par exemple, Lorenz, vous avez déjà entendu parler de Lorenz, hein, qui avait élevé des oies. Puis quand les oies ont éclos, les oies suivaient Lorenz partout où il allait. OK? Parce que la première chose que les oies voient, ça devient leur mère. Fait qu'ils suivaient Lorenz partout. Ils considéraient que c'est sa mère. OK? Le premier objet mobile que les oies voient, ça devient leur mère. Le problème avec ça, toute leur vie, ils ont considéré Lorenz comme leur mère. Le problème, c'est que ça détermine aussi avec qui ils vont essayer de se reproduire à l'âge adulte. Donc, évidemment, les bébés, les oies, rendus à l'âge adulte, faisaient des parades de cours à des humains mâles, plutôt qu'avec des oies mâles. OK? Chez l'humain, c'est pas comme ça, heureusement. OK? Puis ce mécanisme de survie, l'attachement, c'est tellement fort qu'on sait que c'est interspécifique, c'est-à-dire entre les espèces. Hein? Moi, je ne serais pas inquiet d'élever n'importe quel mammifère, un bébé lion, n'importe quoi. Il n'y a pas de problème parce qu'il y a cet attachement. Je ne me ferais pas confiance à un boa constrictor. Il n'a pas le même cerveau. S'il a faim, à un moment donné, il pourrait me bouffer. Parce qu'il n'y aurait pas ce lien d'attachement-là. Il n'y a pas le cerveau pour créer ce lien-là. OK? C'est tellement vrai que, moi, dans ma première carrière, je faisais de la recherche sur les chimpanzés dans un zoo à Québec. OK? Donc, j'ai suivi longitudinalement un groupe de chimpanzés jusqu'à l'âge adulte. OK? Et ces chimpanzés-là, je m'en suis occupé quand ils étaient bébés naissants. OK? Je leur donnais le biberon la nuit, à toutes les 2 heures, jusqu'à temps qu'ils fassent leur nuit. Et après ça, tout ce qu'il fallait faire avec les... souvent, ils dormaient sur moi parce que je t'ai donné de me lever. Fait qu'ils dormaient sur moi, puis quand ils se réveillaient, je donnais le biberon. OK? Et ils ont développé cette relation-là avec moi. Je suis allé les voir encore l'automne dernier. Ils ont 28 ans maintenant. OK? Et ça faisait 4 ans que je ne les avais pas vus. Et maintenant, ils pèsent 250, 300 livres. C'est des monstres. Ça a la force de 4 hommes. Ils se mettaient... On était 30 personnes devant la cage. Ils se mettaient les 4 devant moi. OK? Les 3, il y en a un de mort maintenant. Les 3 devant moi, ils me faisaient des bisous. J'ai pu chatouiller Spock. OK? Il se comportait comme un petit de 3 ans, comme quand je jouais avec lui. On se faisait des jeux de bataille. Évidemment, quand il avait 3 ans, je le battais. Là, je ne voudrais même pas l'imaginer. Il pourrait me tuer juste avec une petite claque d'amicale dans le dos. Alors, c'est ça, cette relation d'attachement, c'est à vie. OK? Je vais aller le voir dans 10 ans, ils vont me reconnaître. Je suis comme identifié comme étant leur maman. Alors, ces conférences sur la paternité, ça va bien mal. L'attachement père-enfant. Le père est tout autant capable que la mère de communiquer ou de témoigner de l'affection à son enfant. Ça, on le sait. Les bébés s'attachent au père et à la mère pendant la première année de vie, sauf qu'il va y avoir une hiérarchie, mais ils préfèrent la mère dans les situations de stress, de détresse. C'est-à-dire, quand l'enfant est en détresse puis il voit son père et sa mère, les deux sont là, il va aller vers sa mère, en général. OK? S'il n'est pas là, il va aller vers son père. Il suit la hiérarchie des gens qui sont, à qui il est attaché. Si, par contre, dans certaines familles, c'est le père qui est à la maison à plein temps, puis la mère qui travaille. À ce moment-là, c'est complètement inversé.
C'est-à-dire que l'enfant va aller spontanément vers son père plutôt que sa mère. Même quand les deux sont là, s'il est en détresse, il va aller vers son père. C'est complètement inversé. Donc, vous voyez, la théorie de l'attachement, ça dit quoi? C'est que l'enfant développe un attachement avec la personne qui s'occupe le plus de lui au quotidien. Les pères utilisent plus les jeux physiques vigoureux que les mères, et ce, de la première année à la 10e année de vie des enfants. Les études sont assez claires là-dessus. Qu'est-ce qu'on entend par jeux physiques? Vous les connaissez, hein? Les jeux de lancer l'enfant dans les airs, le faire sauter sur les genoux, le chatouiller, les jeux de bataille. Nous autres, dans une étude avec 85 familles, il y a 2 ans, on a trouvé 30 sortes de jeux physiques que les pères et les mères font avec les enfants. Puis là, les pères le font plus avec les garçons qu'avec les filles. Des fois, les mères le font plus avec les filles que les garçons. Il y a des différences comme ça selon les jeux. On les a catégorisés un peu en 4 sortes de jeux, là. Les jeux qui se passent tout le temps dans les airs, faire l'avion, ces affaires-là. Les jeux qui se passent au sol, les culbutes, il y a plein de choses comme ça. Donc, assez rapidement, comme on disait tantôt, à partir d'1 an, très vite, l'enfant va savoir que le père répond davantage à ses besoins d'exciter, à ses besoins de jeu. Puis, il va aller voir sa mère quand il a besoin d'être sécurisé. La plupart des études sur l'interaction père-enfant, ça a été fait avec les bébés. On ne connaît presque rien sur les enfants de 2 à 5 ans. C'est presque toujours avec les bébés. Je vais vous dire un petit peu qu'est-ce qu'on a trouvé. Les interactions mère-bébé. Généralement, la mère calme, réconforte l'enfant. Elle est plus verbale et didactique que le père. OK? Elle fait surtout des jeux cognitifs centrés sur les objets. Vous voyez une maman elle présente un jouet à l'enfant ou un objet, puis elle tourne le jouet comme ça, puis l'enfant attire l'attention du bébé. C'est un jeu calme. Le bébé suit l'objet. C'est un jeu assez calme. Les pères excitent les enfants, eux autres. C'est tout à fait l'inverse. Au lieu de les calmer, excitent les enfants. Puis vous savez généralement quand? Avant le dodo. Hein? Au grand désespoir des mamans. Ils font des jeux plus physiques, les papas, que les mamans. Ils font des jeux imprévisibles. Idiosyncratiques. Ça fait toujours rire, ce mot-là. Idiosyncratique, ça veut dire bizarroïde, personnel. Tu sais que c'est pas tous les pères qui font, mais chaque père a sa façon de faire. Non conventionnel. Que souvent, les mamans vont dire « Mon mari fait rien dans la maison à part de jouer avec les enfants, les exciter. » OK? Et bien moi, ce que j'ai l'impression, c'est que tous ces jeux-là que les pères font ont un rôle qu'on méconnaît. C'est pour ça que moi, je fais des études là-dessus maintenant, sur les jeux d'excitation que les pères font avec les enfants, pour essayer de trouver les fonctions de tout ça. De prime abord, ça allait juste pour le plaisir, mais certainement les enfants en tirent un bénéfice. Vous allez voir tantôt les fréquences assez élevées de ces jeux-là. Les jeux imprévisibles, en général, au niveau de l'attachement, qu'est-ce qu'on dit? C'est que l'enfant a besoin... il a besoin de savoir qu'on va répondre à ses besoins quand il y a un besoin. Il aime ça que son environnement soit prévisible. OK? Mais moi, je dis que l'enfant a aussi à apprendre à réagir aux événements imprévus parce qu'il y en a plein dans la vie. Puis il apprend ça avec son père. Son père, il n'arrête pas de le taquiner, de le déstabiliser dans toutes sortes de situations. OK? Je vais donner des exemples tantôt de ça. Bon. Fait que, évidemment, il y a des auteurs qui ont dit, bien, peut-être que l'attachement, chez les pères qui ne font pas d'autre chose que les jeux physiques, ça se peut que l'attachement se développe surtout par les jeux physiques. C'est logique. OK? Surtout lorsque les pères s'impliquent peu dans les autres dimensions. Donc, quand ils s'impliquent juste dans les jeux, ça se peut que très bien l'enfant. Et moi, je le crois. Je pense que là, le père, il passe peut-être juste 10 minutes par jour avec son enfant. Mais s'il met de la qualité dans l'interaction qu'il a avec son enfant, l'enfant va développer une relation avec son père. Un peu comme on a vu tantôt la relation mère-enfant, il va développer une relation avec son père. Ce qui est intéressant, vous savez que les 2 principales dimensions dans le comportement parental, c'est la chaleur et le contrôle. Donner de l'amour, mais aussi mettre des limites d'encadrement aux enfants. C'est les 2 choses les plus importantes. Si on donne ça à un enfant, normalement, il se développe bien. Bien, moi, je pense que dans le jeu, on a ces 2 dimensions-là. Dans un jeu de bataille ou de contact physique avec un enfant, de chatouille même, les enfants aiment le contact physique. OK? Pour eux autres, c'est de la chaleur, ça. C'est de l'amour déjà que parce que le contact physique. Puis comme les pères, eux autres, sont plus directifs puis un peu plus rough, il y a la dimension contrôle aussi à travers ça. Puis il y a 2 rôles paternels directs. Un premier rôle, stimuler l'enfant en le confrontant à l'environnement physique.
et sociale afin qu'il développe des habiletés. Donc, c'est un petit peu de mettre l'enfant dans les situations d'exploration, OK? De lui faire confiance dans son exploration, de l'accompagner pour assurer sa sécurité, mais de l'inciter. Par exemple, dans la fonction d'ouverture au monde, il y a un chercheur en France qui travaillait en piscine. Quand des parents suivent des cours de natation avec le petit enfant d'1 an, OK? Le chercheur a filmé ce qui se passait dans la piscine. Il s'est rendu compte que 80% des mères prenaient l'enfant par les bras comme ça, par en avant, formaient une espèce de cocon, puis ils cherchaient toujours le contact visuel avec l'enfant. Ça, c'était les mamans. Puis l'enfant, lui, qu'est-ce qu'il faisait, vous pensez? Il y a plein d'autres enfants, puis de pères à côté, puis de parents. Il cherche tout le temps à voir à l'extérieur. 80% des pères se positionnent derrière l'enfant. C'est ça la fonction d'ouverture au monde. Le père a tendance à montrer l'environnement à l'enfant. La mère a tendance à développer une espèce d'intimité. Elle est forte sur la communication, la mère. OK? Sur l'éducation. Le père, lui, il va présenter l'environnement à l'enfant. Là, j'allais dire, dans le métro, on voit ça souvent, les pères, au lieu de prendre le bébé en face d'eux autres, là, ils vont le tourner vers l'extérieur. OK? C'est des réflexes. Ils ne savent pas qu'ils font de l'ouverture au monde. C'est une espèce d'instinct, si on peut dire. OK? Donc, stimuler l'enfant. Puis l'autre rôle, c'est protéger l'enfant des dangers de l'environnement en lui mettant des limites. Mon bout de préféré, moi, dans la fonction d'ouverture au monde, c'est le fait que le père, c'est un catalyseur de prise de risque. C'est-à-dire qu'il incite l'enfant à prendre des initiatives, à s'aventurer, à être audacieux, à s'affirmer. On va inciter l'enfant à aller vers les personnes étrangères, encourager l'exploration dans les milieux à risque, préparer l'enfant à confronter un certain danger. Par exemple, l'exploration dans les milieux à risque. Je vous parlais tantôt des cours en piscine. On s'est rendu compte que souvent, les enfants, quand ils sont sur le bord de la piscine puis ils sautent dans l'eau, la plupart des mères les attrapent avant que l'eau touche au menton. OK? Les pères, ils font exprès, ils calent. Ils calent l'enfant jusque-là. Là, l'enfant, il sort. Puis là, avec sa bouche, tu vois qu'il est sur le bord de pleurer. Le père fait un grand sourire. Là, l'enfant, puis encore. Ces enfants-là apprennent à nager plus vite. Parce que le père, la mère qui l'attrape comme ça, qu'est-ce qu'elle envoie comme message? C'est un milieu dangereux. Fait que l'enfant, il attrape un peu la peur de sa mère. Hein? Elle est tendue comme ça, puis lui aussi, il vient tendu. OK? Avec le père qui relaxe, il voit que c'est un jeu, puis il voit que son père est là pour le tenir. Hein? La protection est là. Au parc, vous avez vu déjà des papas et des mamans au parc quand il y a des structures pour grimper. L'enfant, il grimpe. Des fois, c'est haut, là, cette patente-là. Des fois, ça... Hein? Puis les mères sont en dessous comme ça, énervées. Les pères, tu les vois, sont un peu plus distants comme ça, là. Puis nous autres, on a des images comme ça qu'on montre à des pères et à des mères. Puis les mères, quand ils voient les pères comme ça à 3 pieds, ils disent, il est négligent, il est imprudent, ça n'a pas d'allure, l'enfant va tomber, va se casser la gueule. Puis on montre les mêmes images au père. Le père, il dit, le père, il est là, il surveille. S'il est loin comme ça, c'est un risque calculé. Puis il veut envoyer un message à l'enfant qui a confiance en lui. OK? C'est une autre vision de la patente. Puis probablement que le père même, il se dit, en bas c'est du sable, s'il tombe, il ne se fera pas bien mal. La mère, elle ne veut pas du tout de bobo. Le père, lui, il dit, un petit bobo, il n'y a rien là. L'idée avec les pères, c'est que les pères se disent, il faut que l'enfant puisse réaliser par lui-même c'est quoi l'environnement. Donc, il y a peut-être une façon de lui faire comprendre que c'est chaud plutôt que juste interdire. Le rôle didactique du père au plan du langage. Est-ce qu'on trouve des différences au niveau du langage entre les pères et les mères? On s'est rendu compte que les pères font plus de mots non familiers. C'est-à-dire, la mère, elle va dire à l'enfant, regarde le gros chat. Le père, il va parler du tigre. OK? On dit que le père, il fait un pont linguistique. C'est-à-dire qu'il fait plus de demandes de clarification à l'enfant. La mère, elle comprend l'enfant à demi-mot. Elle est habituée, elle passe tellement de temps avec lui, l'enfant fait blablabla. Elle a compris. Okay? Le père, lui, il dit quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Veux-tu répéter? Ça, c'est bon, ça. Parce que l'enfant, il apprend qu'il n'y aura pas juste sa mère à communiquer durant sa vie. Il va avoir des tiers, des autres. Le père, c'est comme
le pont avec le reste de l'univers. S'il arrive à bien s'expliquer avec le père, il va réussir à s'expliquer avec les petits amis, avec les autres de son environnement. Donc, le père a tendance à faire ça, des demandes de clarification. C'est-à-dire, il pose des questions qui demandent une élaboration, pas juste un oui ou non. C'est des questions où l'enfant est obligé de se forcer à dire des mots différents. On sait que les pères font plus de demandes d'action aussi. OK? Les mères, généralement, ça va être beaucoup plus centré sur comment tu te sens. Les mères vont beaucoup demander à l'enfant comment tu te sens dans tes émotions, Les papas, aux autres, ça va être des demandes d'action. Fais ci, fais ça. Comment, est-ce que tu aimes ça faire telle chose? Puis les pères, de façon générale, refusent plus souvent de résoudre les problèmes à la place de l'enfant. Ça rentre dans la fonction d'ouverture au monde, ça. Si je le fais à ta place, tu ne développes pas les habiletés. Tu peux aider un peu l'enfant, donne des pistes, après ça, tu le laisses explorer là-dedans. Mais l'enfant, lui, ce qu'il a besoin surtout, c'est de savoir que son parent, son père ou sa mère, est intéressé par ce qu'il fait. Tu y portes attention à ce qu'il fait. Puis là, il va faire de l'élaboration, il va aller loin dans son truc. On pense que le père, par les jeux de bataille, par exemple, permet à l'enfant de canaliser cette agressivité-là. OK? Par les jeux. Par les jeux, l'enfant vit une forme d'agressivité, OK? Puis il apprend à réguler ses émotions à travers ça. Ce sont des hypothèses de recherche, mes hypothèses en ce moment que j'essaie de vérifier. C'est-à-dire que s'il y a un jeu de qualité père-enfant, l'enfant va être moins agressif physiquement, mais par contre va être plus compétitif. OK? C'est-à-dire va s'affirmer davantage. Ça va faire un enfant qui va arriver à la garderie, très confiant, pas agressif avec les autres, puis cette confiance-là fait qu'il va attirer les autres. Tous les enfants veulent jouer avec lui. Il n'aura pas besoin de se battre jamais parce qu'il y a cette confiance-là. Mais si jamais ça arrive, il va être à l'aise pour se défendre. Il ne se laissera pas faire. Mais avec les singes, on a privé des bébés singes de faire des jeux de bataille, par exemple, puis voir qu'est-ce que ça donne à l'âge adulte. Puis on se rend compte que ces singes-là, une fois adultes, perçoivent des menaces lorsqu'il n'y en a pas et sont plus agressifs, ou ne se défendent pas lorsqu'ils sont attaqués. Donc, ça se peut que les jeux qu'on fait quand on est jeune aident justement à canaliser cette agressivité-là. Donc, j'ai dit pic de jeux physiques père-enfant vers 4 ans, plus de jeux physiques père-garçon. Ça, ici, je vous montre les chiffres d'une étude avec 85 familles. On a demandé aux pères et aux mères à quelle fréquence ils font des jeux de bataille avec leur enfant. Si vous remarquez, là, 35% des pères en font avec leur garçon chaque jour. Je ne sais pas si vous savez, mais c'est beaucoup chaque jour. Si on met 1 à 2 fois par semaine en plus, là, c'est 60% des pères qui en font au moins 1 à 2 fois par semaine. Puis là, vous voyez, ils en font beaucoup plus avec les garçons qu'avec les filles. Les mères aussi en font plus avec les garçons qu'avec les filles, mais les mères en font quand même pas beaucoup par rapport aux pères. OK? Je me souviens, on pose des questions comme ça, nous autres, aux pères et aux mères. Je demande à un moment donné à la mère, est-ce que vous faites souvent des jeux de bataille avec votre enfant? Il y a une échelle, là. Elle me dit souvent. J'ai dit, qui gagne en général? Oh, c'est mon garçon, il y a 3 ans. C'est lui qui gagne en général. Il aime ça gagner, ça fait que je le laisse gagner. Est-ce qu'il est motivé à se batailler avec vous, à faire ces jeux-là? Pas tellement motivé. OK? Pas l'air... Là, je pose des questions au père du même enfant. Est-ce que votre femme fait des jeux de bataille? Il dit non, jamais. Pour lui, je pense qu'ils n'ont pas la même définition. Lui, il a trouvé ça pas mal trop mou, je ne sais pas quoi, là, je ne sais pas trop. Est-ce que... qui gagne en général, vous ou votre fils? Ben, c'est moi. C'est le père qui gagne. Je le laisse gagner de temps en temps. OK? Juste de temps en temps. Puis là, est-ce qu'il est motivé à gagner? Très motivé. Il m'attend après l'ouvrage à chaque jour. Il me saute dessus dans le passage quand je rentre dans la maison. Il est motivé. En conclusion, les enfants ont des besoins d'être apaisés et d'être stimulés. Des fois, ils ont besoin d'être calmés, d'être réconfortés. D'autres fois, ils viennent te voir parce qu'ils ont le goût. Mes filles venaient me voir, ils voulaient que je les chatouille. Moi, je ne filais pas pour les chatouiller, elles voulaient que je les chatouille. C'est un besoin d'être excité à un moment donné. OK? Parce que cette excitation-là va amener des apprentissages aussi. Les contrastes, je l'ai dit, c'est une richesse pour l'enfant. Nécessité de la complémentarité, surtout dans les sociétés complexes comme la nôtre. Un équilibre entre la coopération et la compétition. Ça, je n'ai pas parlé tellement de ça.
Les mères, finalement, avec l'attachement mère-enfant, vont surtout favoriser chez l'enfant le développement des habiletés de coopération et de partage avec les autres. OK? C'est ce on s'est rendu compte jusqu'à maintenant. Puis moi, l'hypothèse que je fais, c'est que les enfants apprennent la compétition, surtout avec leur père. Les deux sont importants. Dans la vie, des fois, il faut coopérer, mais des fois, ça vous est sûrement arrivé que... Moi, je vois des enfants, là, des fois, qui sont très forts dans la coopération, dans le partage. Des enfants de 4-5 ans. OK? Mais dans des situations de conflit, là, ils figent quand ils ne sont pas capables de partager ou de coopérer. Ils n'ont pas appris à négocier une résolution, un conflit, négocier un conflit. Comment ça s'apprend, ça? Bien, ça prend c'est avec quelqu'un qu'on apprend ça. OK? Donc, possiblement avec le père qu'on peut apprendre à être à l'aise émotivement dans une confrontation avec un autre. Une confrontation, un conflit, ça peut mener jusqu'à l'agressivité physique, mais pas nécessairement. Des fois, c'est un échange verbal solide. Puis on met... À la garderie, on voit des fois un enfant qui va prendre les objets de l'autre, les jouets de l'autre, puis l'autre, il ne fait rien, fait qu'il se fait tout enlever. Puis à un moment donné, l'enfant, un matin, il dit « non de jouer avec le jouet ». Là, l'autre, là, il reste figé. Puis là, il va y laisser plus. Mais tant qu'il ne s'affirme pas, là, puis si l'éducateur fait juste enlever les jouets de l'enfant qui a tous les jouets pour les distribuer aux autres, ça ne permet pas aux enfants d'aller chercher leurs ressources par eux-mêmes, puis de s'affirmer. OK? Nous autres, on est une société égalitaire, on veut que tout le monde ait la même chose. Puis là, je vous parlais de la fonction d'ouverture au monde. Là, en ce moment, les recherches, si c'est vrai, cette fonction paternelle d'ouverture au monde, on pourrait penser qu'il y a des liens avec toutes sortes de problèmes d'adaptation à l'environnement. Fait que là, je prends des étudiants de doctorat pour faire des études sur toutes sortes de sujets en lien avec la relation père-enfant. Par exemple, les problèmes extériorisés, des problèmes de violence, par exemple. Le décrochage scolaire pourrait très bien être lié, en partie, pas seulement ça, mais en partie être lié à une relation père-enfant déficitaire. C'est une chose à explorer. Les problèmes d'insertion au marché du travail. J'ai remarqué, j'ai donné une conférence à un moment donné à un groupe qui s'appelle... j'ai oublié le nom. Donc, c'est des jeunes qui ont de la difficulté à trouver du travail, des jeunes de 18 et 25 ans, qui n'arrivent pas à se placer sur le marché du travail. Puis à un moment donné, ils ont fait un atelier de discussion entre eux autres, puis ils ont trouvé un point commun. Ils avaient tous eu une relation négative avec leur père. Fait qu'ils m'ont invité à donner une conférence là-dessus. C'est se peut qu'il y ait un lien. C'est-à-dire des pères qui ne validaient jamais ce que ces enfants-là voulaient faire, par exemple. Donc, ça se peut qu'il y ait un lien. Le phénomène des gangs de rue peut très bien être lié aussi à un problème de relation père-enfant. Pas seulement ça, là. Le phénomène des gangs, souvent, on dit, c'est des jeunes qui recréent une famille dans la rue, hein, avec une structure hiérarchique, comme on a dans la famille, mais là, c'est dans la rue, avec des jeunes leaders, le dominant, puis des règles. Puis d'autres problèmes sociaux pourraient être liés aussi à ça.